Super, alors je crois que c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire ADT UMI. Comment réussir donc votre reprise en capitalisant sur vos clients existants. Aujourd'hui, il y a Gaëlle qui est avec nous de Adelium. Donc, Bonjour. voilà. Elle va donc nous parler aujourd'hui de comment on peut faire pour travailler sur le relationnel client avec le digital. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que l'ADT et l'UMI reste à vos côtés pendant cette période un peu compliquée. Et on a tous les dispositifs d'aide qui sont diffusés sur le site de l'ADT ou sur le Facebook Pro ADT. Donc n'hésitez pas à même nous envoyer un mail si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. On reste à vos côtés. Sans plus attendre, je vous conseille aussi de poser vos questions dans la petite rubrique questions qui se trouve normalement sur votre écran. Donc n'hésitez pas, Gaëlle se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Bon, Gaëlle, c'est à toi. Merci Kathleen. Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Gaëlle Fontaine. Je suis consultante digitale chez Adelium. On est une agence digitale qui existe depuis 10 ans maintenant et on travaille avec l'ADT depuis quelques temps. Notre spécialité, et c'est la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur et l'expérience client. Et mon objectif, c'est de vous démontrer aujourd'hui en quoi ça peut être bénéfique pour vous avec un coût qui est potentiellement moindre ou en tout cas abordable et pas forcément les budgets d'une grosse entreprise. Je voulais vous dire aussi que en fait, je travaille avec actuellement un de mes plus gros clients, c'est une agence de voyage qui est aussi très en difficulté. Donc vos thématiques et vos difficultés, malheureusement, je les connais que trop. Et du coup, j'ai essayé de prendre en considération tout cela. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que, en fait, en tout cas, de vous aider et que vous repartiez de ce webinaire de manière un peu plus optimiste, on va dire, ou optimiste. Peut-être que vous l'êtes déjà, mais voilà, en vous disant, bah ouais, effectivement, concrètement, je vais pouvoir mettre des choses en place et faire en sorte que mes clients, de les fidéliser et de faire en sorte qu'ils deviennent non seulement des clients, mais également des ambassadeurs et qui me ramènent d'autres clients de manière beaucoup plus facile et à moindre coût. Voilà, c'est mon défi aujourd'hui. J'espère que vous allez me suivre et que je vais réussir ce défi. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, c'est-à-dire je peux m'arrêter sur un concept par exemple et répondre aux questions. J'aime bien fonctionner comme ça parce que ça permet aussi de pouvoir être réactif sur ce que je dis et de ne pas être obligé d'attendre la fin. Donc voilà, n'hésitez pas, je m'arrêterai ou au pire, Kathleen me coupera si je les lis pas parce qu'elles sont sur le côté, j'ai deux écrans. Donc voilà. On est parti. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de changer de vision des choses. Vous avez votre business quotidien, vous avez l'habitude, votre hôtel, votre restaurant, vous faites ça peut-être depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez une façon de voir vos clients et une façon de mener votre communication autour de votre business. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous apporter une vision un peu différente de cette façon de communiquer, une vision qui est centrée sur votre client et qui utilise le digital. Cette vision, ça s'appelle l'expérience client. Le but, c'est de se détacher un petit peu de votre quotidien, de ce que vous faites au quotidien, et vraiment de centrer toutes vos actions et toute votre énergie sur l'expérience et sur votre client. L'objectif étant d'avoir un engagement plus fort de la part de vos clients et de les fidéliser. Donc ça, c'est un peu le global. Je pose un petit peu les choses. Donc, l'expérience client, c'est un concept qui existe depuis 1990. On en reparle beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le digital, aujourd'hui, est partout chez vos clients et c'est un excellent levier pour participer à cette expérience. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Qu'est-ce que c'est que l'expérience client déjà? C'est la trace qui est laissée dans la tête de votre client par l'ensemble des interactions que vous avez avec lui lors de son parcours d'achat. Donc, pas de panique, hein, c'est très conceptuel, mais vous allez voir, après, je vais vous montrer un schéma, ça va prendre plus de sens, d'accord? Donc, ça comprend aussi et surtout, donc ça comprend toutes les actions, mais ça comprend aussi et surtout les émotions et les sentiments qui sont ressentis par vos clients quand ils sont en interaction avec vous, quelle que soit l'interaction.
pourquoi, quand on a discuté avec l'ADT et l'UMI de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme webinaire, j'ai choisi cette thématique-là parce que aujourd'hui, outre la crise vous a impacté économiquement très fortement, mais elle a aussi changé énormément de choses dans la perception de vos clients du digital et dans leurs envies au quotidien. Avec l'agence de voyage dont je vous parlais, on est en train de mener une enquête qui montre déjà clairement que la digitalisation a fait un bond auprès de vos clients, quel que soit leur âge. C'est-à-dire que des personnes d'une soixantaine d'années, de 70 ans, qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser leur mobile ou d'utiliser la visioconférence, l'ont fait pour rester en contact avec leurs amis, leur famille. Et que du coup, ça fait que les entreprises avec lesquelles elles sont en interaction peuvent maintenant utiliser ces leviers auprès de ces cibles, alors que c'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Donc, j'ai appelé ça, là, dans cette présentation, la digitalisation massive. L'autre problème, et en fait le penchant, je dirais, un peu néfaste de ce phénomène, c'est forcément la multiplication des contacts concurrents et surtout votre dépendance à vous aux plateformes de réservation en ligne, puisque qui dit digitalisation dit finalement essayer d'interagir avec vous via des outils digitaux. Et les outils digitaux les plus connus du marché, c'est La Fourchette, Booking, etc., etc. En plus de ça, toutes ces interactions-là et le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence, ça fait que vos clients, ils ont une exigence qui est accrue en termes de qualité de service. Et donc, l'autre penchant de ça, c'est le risque important en cas de mécontentement, parce que vos clients, et vous le savez, quand ils ne sont pas contents, ils le disent, et le problème, c'est qu'ils vous pourrissent votre réputation. Voilà grosso modo le tableau que je vous dresse et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui. Pourquoi le fait de travailler l'expérience client, c'est quelque chose de rentable? Déjà, l'expérience client, c'est toutes les interactions avant, pendant et après l'expérience d'achat. D'accord? C'est important parce que votre business à vous, c'est de l'émotion et du plaisir, avant tout. Alors oui, bien sûr, vous proposez des chambres, des nuitées, des activités, vous proposez des bons petits plats, des bons verres de vin, ok, mais en fait, bons petits plats, bons verres de vin et belles chambres, c'est de l'émotion, c'est du plaisir, c'est des moments partagés. Donc c'est d'autant plus important de travailler cette expérience. Et du coup, comme je vous le disais en introduction, ça facilite l'acquisition de nouveaux clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement ça fidélise vos clients existants parce qu'ils sont contents et vivent des bonnes expériences, mais en plus de ça, quand ils sont contents, ils en parlent. Et quand ils en parlent, ils deviennent ambassadeurs. Et les ambassadeurs, ça vous ramène des clients gratuits. Alors, donc, comme je vous le disais, en fait, pourquoi vraiment c'est important? Parce qu'une personne qui vous connaît et qui a vécu cette expérience, ça sera plus facile à la faire venir. Une personne satisfaite vous laissera des bons commentaires, forcément, et des bons commentaires. Alors, autant les mauvais commentaires, ça va faire en sorte que les gens ne viennent pas ou se posent la question avant de venir. Autant les bons commentaires, ça va faciliter le fait que les clients viennent. Et comme je vous le disais, ce sont des pipelettes, donc il ne faut pas hésiter à capitaliser sur le fait qu'ils parlent et ils aiment parler et partager leurs expériences. Entretenir la flamme, garder ce contact avec vos clients, c'est vous assurer qu'ils deviendront ces ambassadeurs de votre établissement. Alors, j'ai un schéma à vous montrer. Alors, pour ceux que ça intéresse, dans le jargon de mon métier, on appelle ça une Customer Journey Map. Alors, c'est pas à retenir, mais c'est pour ceux qui ont envie d'aller voir un petit peu plus cet outil, à quoi il sert. En gros, la Customer Journey Map, elle va vous permettre, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brossé le parcours de votre client du début jusqu'à la fin, avec toutes les interactions que le client va avoir dans son parcours d'achat. Donc, achat, je me suis centralisée sur soit venir au restaurant, soit réserver une chambre d'hôtel ou réserver des activités dans un complexe hôtelier ou touristique. Donc, je vais vous décrire toutes ces phases et vous allez comprendre pourquoi. Première chose, une phase calme. Pas de besoin, rien, votre client, il vit sa vie, tout va bien. Première interaction, il y a un besoin qui naît. Il veut emmener sa compagne pour fêter leurs 10 ans de mariage, il a envie de faire un événement entre amis, etc. Il a un besoin qui naît dans sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des recherches Google. Recherches Google avec des mots-clés. Il va consulter sur ces recherches Google les notes globales
et il va utiliser peut-être aussi potentiellement directement les plateformes pour comparer. Quand je parle de plateforme, hein, vous me suivez, je dis Booking ou La Fourchette, etc. Pour comparer. Donc là, il est dans une phase qu'on appelle la phase d'exploration. Ensuite, il identifie les établissements qui lui plaisent. Pour identifier ces établissements et pour aller en savoir plus, il va se rendre sur le site de l'établissement ou alors, dans le cas d'une plateforme, il va aller sur la page détaillée pour voir un petit peu les photos de la chambre, pour voir un petit peu les photos des plats, les menus, etc. Il va lire les descriptifs et il va aller un peu plus loin dans les avis. C'est-à-dire que dans la phase d'avant, il va voir la note globale. Dans la phase de recherche où il aura déjà fait une présélection, il va aller lire les avis et surtout, il va aller lire un petit peu les avis négatifs plus que les avis positifs au final pour voir les gens qui ont pensé du mal de votre établissement, pourquoi et d'où ça vient. Les avis, j'insiste sur ce point-là, je vous apprends rien. Vous savez tous l'importance des avis et j'espère l'importance de répondre à ces avis et de manière éclairée et posée et sans émotion et de manière pragmatique. Les avis, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez jouer et sur lequel vous pouvez capitaliser. Mais on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, une fois que le client a décidé de venir dans votre établissement, il va faire sa réservation. Encore une fois, il a plusieurs possibilités. Utiliser les plateformes, contacter directement votre établissement par téléphone, par email, ou alors utiliser le site de votre établissement et faire une réservation en ligne. Ensuite, une fois qu'il a réservé, il se dit ah c'est chouette, dans une semaine, dans 2 semaines, je vais emmener ma chérie pour fêter notre anniversaire. Oui, c'est un cas très personnel, hein, c'est pour ça que j'ai pris ce cas-là, mais voilà. Et donc du coup, il y a un moment où en fait, il est content d'avoir réservé, mais il se passe rien. Il se passe rien parce que vous l'attendez, ça s'arrête là, d'accord? Donc il y a une phase où il se passe rien. Ensuite, il arrive dans votre établissement et là, il y a une interaction humaine. Il y a une personne qui va l'accueillir, prendre sa réservation, etc. et qui va l'emmener vivre son expérience. Cette expérience, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Elle est propre à votre métier. Donc, une chambre d'hôtel, un bon repas, etc., etc. D'accord? Une fois que l'expérience prend fin, il y a une conclusion. Cette conclusion, il ne faut pas oublier que, et je le répète, l'expérience que vous lui faites vivre, c'est un ensemble d'émotions. D'accord? Et donc, cette conclusion, forcément, à un moment donné, votre client, il va aimer dire à votre personnel, oui, j'ai passé un bon moment, ou alors ça aurait pu être amélioré, etc. D'accord? C'est hyper important. On est des êtres humains, on aime parler et interagir. Et en plus de ça, quand il rentre chez lui, il va dire ah oui, j'ai emmené ma compagne à tel endroit. Ah, c'était vraiment magique, c'était exceptionnel. Et donc, il va en parler. D'accord? Ou alors, à contrario, on a été hyper déçus, c'est vraiment dommage, ça nous a pourri nos 10 ans. Voilà. Et une fois que tout ce parcours a été terminé, il y a un retour en phase calme. Et là, on revient au début jusqu'au prochain besoin. Alors, j'espère que vous me suivez, vous devez vous dire, mais elle me parle de digital ou pas là? Parce qu'en fait, oui. En fait, tu voulais dire quelque chose, Kathleen? Non? Ah non, d'accord. Pardon, je croyais que tu avais levé la main. Du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, à chaque point de contact avec votre client, que vous voyez ici, en fait, il y a des opportunités qui sont des opportunités pour améliorer cette expérience en permanence et faire que vous, hôtelier, restaurateur, vous rendiez cette expérience inoubliable et que vos clients pensent à vous en permanence. Alors, j'ai rajouté mes petits blocs à chaque point de contact. Ça rame un petit peu, désolée. En fait, c'est parce que mon ordinateur n'aime pas bien avoir un webinaire en cours pendant que je suis sur cet outil. Alors, sur la phase calme, c'est là que vous allez faire de la communication. D'accord? Vous allez faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. Vous allez envoyer des newsletters et vous allez créer des campagnes marketing. Sur ce webinaire aujourd'hui, je vais vous expliquer après des pratiques, d'accord? Au niveau des pratiques, comme en 1 heure, je ne pouvais pas tout sélectionner, j'ai choisi les newsletters et la page Google My Business parce qu'on vous a envoyé une enquête et sur l'enquête, en fait, c'était les retours qu'on a le plus eu sur comment faire ces deux choses-là. D'accord? Je ne pourrais pas tout traiter, mais en tout cas, j'avais envie de brosser quand même un petit peu l'ensemble. Donc, pendant cette phase de calme, ce qu'on veut, notre objectif, votre objectif, c'est créer le besoin. Et ça, vous l'avez vu pour ceux qui ont assisté au webinaire avec Tease, qu'il y a des solutions
pour faire de ce qu'on appelle l'acquisition, donc susciter le besoin. Et puis, il y a des solutions, on verra tout à l'heure, pour rappeler que vous êtes proche de vos clients et leur faire des petits coucous régulièrement. Ensuite, deuxième phase de recherche et d'exploration. Il faut absolument que quand votre client ou votre prospect potentiel vous recherche, il tombe sur vous. Aujourd'hui, c'est un impondérable. Et donc, pour ça, il y a un outil qui est essentiel parce que, en fait, votre client, il fait ce qu'on appelle des recherches locales. Généralement, il va se dire, j'ai envie de faire un dîner en tête-à-tête à Strasbourg. D'accord? Il va pas juste dire, s'il habite à Haguenau, je veux faire un dîner en tête-à-tête et je choisis pas exactement dans quel endroit je veux aller. Ou alors, il va faire une recherche thématique. Il va se dire, dîner tête-à-tête insolite. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, cette page-là, elle est très, très facile et je vous le montrerai tout à l'heure à éditer et à modifier. Et franchement, elle a un très fort impact sur le nombre de personnes qui vont vous contacter. Ensuite, on parle de référencement naturel, bien sûr. Donc ça, c'est un peu plus lourd. C'est dans le cas où vous avez un site internet et que vous voulez un petit peu plus travailler. Il y a une vraie réflexion stratégique à avoir derrière. Et puis, il y a la récolte d'avis positifs parce que, comme je vous le disais, ici, déjà, à ce stade-là, on cherche des notes. Et donc, en fait, les avis positifs vous aideront à ce stade-là à faire passer votre client à l'étape suivante, à savoir aller sur votre site ou vous contacter ou aller un peu plus loin sur les plateformes. Donc là, pour la phase de comparaison, on va dire, on a le fait d'avoir un site internet ou une page Facebook. J'insiste sur le fait, et je sais que c'est pas les moyens de tous et que vous faites tous avec vos moyens, etc. La page Facebook, c'est très bien, d'accord? Ça permet de publier du contenu, c'est facile, etc. Mais ça se référence beaucoup moins bien que le site internet. Et vous avez aussi beaucoup moins d'options dessus. Donc, si vous avez un budget à mettre dans les priorités, je dirais, essayez quand même d'avoir un petit site internet, même si c'est juste une page qui n'est pas très chère, c'est quand même important. Soignez bien sûr la partie descriptif. Encore une fois, vous envoyez du rêve, hein, vous vendez du plaisir. Donc, faites des descriptifs qui vendent du plaisir. On ne vend pas du tout un repas ou une nuit d'hôtel comme on vend une machine à laver. Et ça, quand vous rédigez vos descriptifs, c'est important de l'avoir en tête. Et bien sûr, répondre aux avis, comme je le disais tout à l'heure. À ce stade-là, dans cette partie-là, ce qui est important, c'est d'aider l'utilisateur dans son choix. En fait, si vous comprenez ce que j'essaye de faire là, c'est de vous faire penser et vous mettre en empathie avec votre client, d'accord, et avec vos utilisateurs. À ce stade-là, il a besoin de votre aide pour choisir. Et donc, il faut mettre en place tous ces outils pour l'aider à choisir. Ensuite, la partie réservation. Donc, bien sûr, s'il réserve sur Booking, on en parlera tout à l'heure, c'est un petit peu embêtant. Par contre, il peut vous contacter ou il peut contacter l'établissement. Dans ces cas-là, le site de l'établissement, pardon. Dans ces cas-là, c'est bien d'avoir, par exemple, un outil de réservation en ligne sur le site de l'établissement. C'est bien de proposer un compte en ligne pour fidéliser, parce que alors je prends le cas d'un hôtel, par exemple, d'accord? Un hôtel qui est sur Booking, mais qui propose sur son site internet d'avoir des réductions ou d'avoir des bons d'achat, d'avoir des expériences en plus, des petites activités, etc. pour des clients fidèles. Donc, mettre en place une fidélisation sur un site internet via un compte client, et ça a un vrai avantage pour concurrencer Booking. D'accord? Donc on en reparlera, mais c'est des petites choses à réfléchir aussi. Il faut calculer l'investissement. Aujourd'hui, pour les hôtels, on sait que Booking vous pompe votre marge. Est-ce que cette marge, vous ne pouvez pas, par ailleurs, l'injecter dans autre chose au final pour essayer d'enlever un petit peu cette dépendance-là? Le délai qui se passe entre la réservation et le jour J. Pourquoi est-ce qu'on les laisse tranquilles pendant cette réservation-là? On leur fait vivre une expérience. Vous l'avez vu, l'expérience, elle commence dès le début, dès la naissance du besoin. Ici, vous avez une opportunité et un terrain d'opportunité sur cette phase ici, qui est la phase d'attente, au final, de communiquer. De communiquer un petit peu comme quand, pour ceux qui commandent sur Amazon ou sur des sites, vous avez un peu un suivi colis. Vous savez où votre colis il en est, etc. Et pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un suivi colis avec vos clients?
en disant bah voilà, J-5 avant votre réservation, regardez, je vous envoie le trajet, en ce moment il fait telle température, je sais pas si vous avez, alors je pense que c'est chez les hôteliers, mais il y a un poulailler, je sais pas, les poules elles sont en forme, enfin des petites choses bêtes, mais qui permettent en fait de créer ce lien. Et en fait, l'idée, c'est que à la toute fin, votre client, il va se dire, ouais, mais en fait, j'ai une vraie intimité, une vraie proximité. Presque, bah, cet hôtelier ou ce restaurateur, c'est un peu mon ami au final. Sauf que vous n'avez pas le temps de devenir ami avec tous vos clients. Donc, l'idée, c'est de digitaliser cette relation, avec notamment ici, du coup, en termes plus concrets et plus techniques, on est sur de l'emailing. Donc, une fois que vous avez votre client qui a fait une réservation en ligne sur votre site, où vous avez récupéré, on va dire, ça, vous verrez tout à l'heure, on parlera des newsletters, je vous donnerai des outils si j'ai le temps, sinon Kiki va me discuter. En tout cas, c'est faisable et c'est faisable assez facilement de pouvoir avoir ce petit email qui part après la réservation. Bon, l'accueil dans l'établissement, l'idée, c'est plutôt d'avoir, parce que votre client est connu, donc on parlera des données tout à l'heure, mais parce que vous avez peut-être un outil, votre logiciel de caisse, votre PMS, voilà, qui vous permet d'avoir des petites notes sur vos clients. À la réception, ça fait toujours plaisir un client quand on lui dit ah ben comment ça va depuis le mois dernier, etc. Vous êtes bien. Alors dans le cas des touristes, quel temps il fait à Marseille? Il fait beau, je vous dis. Ce genre de choses. Donc ça fait toujours plaisir et ça participe à l'expérience. Et comme je vous le disais ici, mon but c'est pas de vous apprendre votre métier, mais c'est de vous expliquer en fait que le digital peut être un soutien dans votre métier. Ensuite, il vit son expérience. J'ai rien à dire. Encore une fois, c'est pas moi qui vais vous conseiller comment faire la cuisine ou une chambre d'hôtel. À la fin, eh bien, il y a ce petit plus de fidélisation où vous allez pouvoir réussir et essayer de capter au final des informations pour la prochaine fois, parce que par exemple, vous savez que ce client, ben, il est passé sur Booking ou il est passé sur La Fourchette et ben, vous avez envie de lui mettre en place des choses qui fait que la prochaine fois, il vous appellera directement. Ben, ici, c'est le moment. C'est le moment de mettre en place des outils de fidélisation et de recueillir des données qualitatives, c'est-à-dire des informations qui vont faire en sorte que eh ben, vous en saurez plus sur lui et que la prochaine fois, vous allez pouvoir encore plus personnaliser son expérience. Ensuite, bah, comme je vous le disais, il raconte sa vie. Hein, donc, ben, j'espère pour vous que ça s'est bien passé parce que du coup, il va mettre des avis et il faudra de nouveau répondre aux avis. Et après, on continue et on retourne en phase calme. Et là, vous allez de nouveau avoir des actions, mais peut-être que ces actions, vous allez pouvoir les cibler un tout petit peu plus parce que vous allez en savoir un petit peu plus sur vos clients. Voilà pour la vision un peu globale de ce que c'est que l'expérience client et que au final, ce que c'est que la vie de votre client. D'accord. Est-ce que... Alors, je vois pas de questions. Si c'est pas clair, surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Car pour réussir à faire ça, il faut quand même un petit peu de travail de votre côté. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à récupérer ma présentation. Voilà. Donc, pour pouvoir servir correctement vos clients, ben, il faut déjà les comprendre, en fait. Donc, il faut vous poser des questions. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez plein de clients, de plein de typologies différentes, et vous réussissez à peu près à dire que 30% de votre clientèle sont des professionnels, 70% sont des particuliers. Là-dessus, on a peut-être la moitié de famille et la moitié de couple, admettons. D'accord. Sauf que, dans quelle situation ils sont? Est-ce que c'est plutôt des touristes, des locaux? Est-ce que c'est plutôt un business communautaire, c'est-à-dire que vous allez fédérer une communauté parce que bah, vous avez un restaurant brésilien et que en fait, bah, la communauté brésilienne de Strasbourg va venir dîner chez vous? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent votre établissement? Est-ce qu'ils ont leurs habitudes? Est-ce qu'ils veulent célébrer quelque chose? Est-ce qu'ils se retrouvent entre amis? Qu'est-ce qu'ils aiment? Est-ce que c'est plutôt le confort parce que les sièges sont confortables, etc. Est-ce que c'est parce que vous proposez une nouveauté? Est-ce que c'est l'ambiance familiale ou une ambiance festive? Et surtout aussi, et très important, qu'est-ce qui les frustre? Est-ce que c'est des clients qui ne veulent pas attendre du tout? Est-ce qu'ils sont très sensibles à la sympathie du serveur?
Est-ce qu'ils n'ont pas envie de réserver par téléphone? Bref, un ensemble de choses qui fait que vous allez réussir à dégager des clients types. Ces clients types, dans mon milieu ou dans mon métier du digital, on appelle ça des personas. Les personas, c'est en gros, il faut idéalement réussir à en sortir 3. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Grosso modo, c'est que vous allez dire, bah ouais, j'ai 3 personnes types qui sont en gros les clients qui vont peut-être avoir le panier d'achat le plus élevé, qui vont être voilà, avec lesquels je vais me sentir le plus à l'aise ou avec lesquels j'ai le plus envie de travailler. Et là-dedans, vous allez décrire un petit peu leur histoire type, des caractéristiques qui sont liées à leur expérience, leur but dans la vie, leurs craintes, leurs frustrations, comme je vous disais. Et ça, cette carte d'identité, ce persona, va vous servir tout au long de votre communication. À chaque fois que vous allez avoir envie de mener une communication, et particulièrement une communication digitale, ça s'applique à tout, hein, ce que je vous dis, mais pour le coup, ça renaît grâce au digital. Eh bien, vous allez avoir ces personas en tête. Et presque, si vous avez un endroit où vous réfléchissez à ça, un petit bureau où vous faites vos campagnes, où vous vous dites, bon, ben, demain, quel événement on va organiser, etc. Presque, il faut vous les faire et vous les afficher pour pouvoir penser à ces personnes-là et à personne d'autre. Ensuite, donc ça, c'est un peu les données globales. Et après, je vais vous parler de données un peu plus détaillées et un peu plus particulières sur vos clients. Donc, qu'est-ce qu'on appelle communément de la donnée client? C'est vraiment toute la connaissance que vous allez avoir et que vous allez pouvoir centraliser au sein de votre entreprise, parce que c'est pas parce que vous êtes hôtelier ou restaurateur, vous êtes avant tout une entreprise, et une entreprise, elle a besoin de capitaliser sur sa connaissance client. Du coup, les sources peuvent être multiples. On peut rester quelque chose de très basique. Nom, prénom, adresse email, ville, code postal. Là, on est sur un fichier client que vous allez pouvoir utiliser pour faire des newsletters, des campagnes, des invitations, etc., etc. Mais si vous avez un outil qui vous le permet, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin pour avoir une segmentation plus détaillée. Par exemple, par persona. Admettons, hein, vous reconnaissez le persona dans votre client et du coup, vous allez le noter. Ça peut être le genre, ça peut être sa date de naissance pour pouvoir lui envoyer un petit cadeau, un petit bon d'achat lors de son anniversaire. Quelle est sa chambre préférée dans votre hôtel? Quelles sont ses petites demandes particulières? Le tout pour pouvoir anticiper et pour pouvoir, dans vos outils de communication derrière, quand vous allez vraiment travailler sur la segmentation de cette base, pour pouvoir être beaucoup plus efficace et avoir une communication adaptée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs d'outils digitaux, c'est ce qu'ils recherchent. Ils en ont un petit peu marre d'avoir toujours la même chose, de recevoir 15 newsletters dans leur spam. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur parle à eux et pas aux voisins. Et donc, récolter de la donnée personnalisée et importante comme ça, bah, du coup, ça va vous permettre de pouvoir faire cette expérience et de pouvoir initier cette expérience. Voilà, bah en fait, tout ça, je l'ai dit, donc je vais passer cette slide, c'est très bien. Alors, comment récolter cette donnée, vous allez me dire, parce que c'est bien joli ce que vous nous dites, mais au final, comment on fait? Donc, il y a plusieurs sources de données. Ça va de la source très très simple, que j'ai même pas mis là, à savoir, en fait, votre personnel, d'accord, à des choses qui peuvent être plus ou moins complexes. Donc, par exemple, le fait d'avoir un programme de fidélité, que ce soit via un outil qui vous propose un programme de fidélité ou que ce soit juste une carte de fidélité, que vous gérez même à la main, en fait, en papier, et ça va vous permettre de récolter de la donnée. Parce que sur cette carte de fidélité, vous allez demander la date de naissance de votre client et ensuite, derrière, quand vous allez le rentrer dans votre fichier client, vous allez faire partir des newsletters d'anniversaire. L'organisation de jeux concours, ça marche bien aussi, parce que généralement, vos clients, ils sont assez réceptifs à ce genre de choses pour gagner un dîner à deux, voilà, dans un cadre magnifique. Du coup, les jeux concours ont tendance à bien marcher. L'envoi de newsletter, ça, on en parlera tout à l'heure. Petite nouveauté qui est liée à la digitalisation et que moi j'aime bien parce qu'en plus je suis un peu écologique, donc c'est super cool, proposer l'envoi du ticket de caisse et pas le faire en papier. L'envoi de la facture par mail ou en papier et pas en papier, en fait vous récoltez une adresse mail. Donc c'est super important quand même. Réaliser des enquêtes de satisfaction. Donc l'enquête de satisfaction, ça peut très bien être un formulaire que vous envoyez à votre base de clients
Mais ça peut aussi être votre checkout où le client à la fin vous dit au checkout, bah, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, je reviendrai, oui, j'ai envie de recommander votre établissement. Ça peut aussi être fait comme ça à la main. Le fait de bénéficier de promotions, l'inscription à des événements. Quand vous organisez un événement, n'hésitez pas à faire exactement comme on a fait là, à savoir de proposer un petit formulaire d'inscription à l'événement. Il y a des outils gratuits en ligne qui permettent de le faire et ça vous permet d'avoir une base de données derrière. Pour les établissements qui proposent des accès Wi-Fi, vous avez des solutions aussi qui permettent de demander au final les coordonnées de vos clients pour accéder au Wi-Fi. Poser des questions en ligne ou bien sûr quand vous faites des services de réservation, service de réservation, clairement vous récoltez de la donnée client. Alors, quel est le problème quand on récolte de la donnée client? Il y a quand même un souci, c'est qu'on n'a quand même pas le droit de tout faire, d'accord? Parce que la loi européenne nous l'interdit. Donc, je voulais quand même vous en parler rapidement. Ça s'appelle le RGPD. Donc, le RGPD vous oblige d'informer le client, une fois que vous récoltez de la donnée, sur comment est-ce que vous allez utiliser cette donnée. Donc, du coup, par exemple, si c'est un formulaire en ligne, il faut que votre client soit consentant pour utiliser cette donnée. Ça veut dire quoi, pour ceux qui en font un petit peu? Ça veut dire qu'une case précochée, par exemple, donc j'autorise votre établissement à utiliser les données pour faire la publicité, par exemple. Si la case est précochée, vous n'êtes pas en conformité RGPD. Il faut que la case soit décochée, d'accord? C'est comme ça. Certains l'appliquent, certains ne l'appliquent pas. Si vous ne l'appliquez pas et que la CNIL vous tombe dessus, vous pouvez avoir des belles amendes. Donc, on vous recommande quand même de l'appliquer. Hein, voilà. Après, il y a des petites choses détournées à faire, et notamment au niveau de ce qu'on appelle le wording, donc en fait des explications que vous allez faire. Au lieu de parler de publicité, tout simplement, expliquer, vous allez le voir tout à l'heure, les raisons pour lesquelles vous voulez contacter votre client, hein, rester en contact, vous informer de nos promotions, de nos nouveautés en termes de menus, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, sachez que c'est très important. Il faut aussi voir avec vos prestataires, que ce soit vos PMS, logiciels de caisse, agences web, etc., parce que vos prestataires ont aussi une obligation de tracer correctement les données. Et par exemple, nous, on fait signer des contrats avec nos clients et les données clients de leurs clients n'ont pas le droit de rester sur nos bases plus d'un certain temps et on n'a bien sûr pas le droit de les utiliser. Donc, il y a pas mal de choses à savoir. Je vous ai mis un peu de détails là. C'est pas fondamental dans cette présentation, mais il faut le garder en tête quand même. On ne peut pas tout faire avec la donnée client. Et du coup, une fois qu'on a toute cette donnée, on va l'utiliser pour communiquer. Donc, première chose dont je voulais vous parler, c'était les Google My Business. Alors, qu'est-ce que c'est une feuille Google My Business? Je voulais afficher ici, en fait. C'est quand on va taper, par exemple, je sais pas, restaurant Strasbourg, admettons. Alors là, je ne sais plus s'ils le font, ça dépend de la concurrence. Mais si on tape, par exemple, le nom de votre établissement, forcément, là, le Patio 34, vous voyez, en fait, il y a une fiche qui va s'ouvrir sur Google, au côté droit, et qui va montrer un certain nombre d'informations. Ces informations, cette fiche, elle peut s'ouvrir de manière automatique, c'est-à-dire sans que vous n'ayez rien fait avec Google. C'est tout à fait possible parce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans Google qui détecte vos informations. Si vous avez un site internet qui n'est pas trop mal fait, en plus, cette fiche va aller récupérer les informations de votre site internet, donc ça peut être pas mal. Seulement, d'un point de vue du référencement et surtout du contrôle des informations, c'est quand même vraiment mieux que vous le fassiez par vous-même et que vous ayez vous-même la main sur cette fiche. D'accord? J'insiste aussi pour les hôtels parce que en fait cette fiche elle permet de montrer les différents services. Si vous avez un spa, si vous avez des activités particulières, que vous proposez de la conciergerie, ce genre de choses, en fait vous pouvez l'afficher directement dans cette fiche. Donc si on se reprojette un peu dans ma Customer Journey Map que je vous ai présenté tout à l'heure, d'accord, quand votre client est en phase de recherche, s'il voit ça, directement, il va avoir des caractéristiques, des points de comparaison, etc. Donc, c'est lui pousser l'information sans qu'il ait besoin de faire trop d'efforts. Alors, pour ceux qui sont sceptiques et qui se disent « Oui, non, mais en fait, il faut être ingénieur en informatique pour faire ça », je vais quand même vous montrer un truc. Donc, juste
ici faire un petit refresh pour vous montrer à quoi ça ressemble en mobile, notamment quand on fait une recherche. Ils ont une petite animation. Vous voyez, voilà. En fait, on fait une recherche, hop, et on arrive sur une page et vous avez une photo. Vous pouvez mettre ici les photos de vos plats ou une belle photo de votre équipe, peu importe, une photo de chambre, bref. Et puis là, vous avez les accès, le site web, etc. Donc en mobile, c'est ultra, ultra efficace. C'est une source de transformation, c'est-à-dire de faire passer de prospects en clients en mobile, qui est vraiment importante, surtout dans votre secteur d'activité. Donc, je voulais vous montrer, ça c'est la fiche Google My Business de Adelium. Donc en fait, quand on la crée, il y a un petit formulaire à remplir. C'est franchement, ah oui, alors si je voulais vous dire un truc. Les deux choses que je vais vous montrer là, d'accord, il ne faut pas les faire pendant l'heure de check-in à votre hôtel ou quand il y a plein d'appels, réservations, ou quand vous êtes entre deux clients, etc. Ce que je vous conseille en tant qu'hôtelier ou restaurateur, c'est de vous prendre du temps. À un moment donné, personne ne va venir vous solliciter. Vous allez pouvoir tout lire, tout comprendre et respirer un grand coup avant d'y aller. C'est pas compliqué en réalité, c'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire et de le faire. Faut s'aménager le temps. Je sais que vous êtes très pris, etc. Quitte à le faire le dimanche, le week-end, voilà. Mais c'est important de prendre le temps parce que sinon vous allez aller dessus très, très rapidement, etc. Vous allez dire, bah non, il y a trop d'infos, je comprends rien. De toute façon, voilà, en plus, on ne peut pas m'aider, ça coûte trop cher. Et vous n'allez pas le faire. Vraiment, prenez-vous une heure ou deux pour respirer et le faire. Voilà. Donc, il y a un formulaire à remplir. Une fois que vous avez rempli le formulaire, en fait, vous accédez à cette interface. Sur cette interface, vous avez pas mal de possibilités que vous voyez ici. Vous pouvez gérer pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous montrer. L'objectif, surtout que j'aurai pas le temps, c'est pas de vous faire une démo de Google My Business, mais je voulais juste vous montrer l'onglet Info. Voilà. Parce que cet onglet-là, en fait, il va vous permettre de renseigner votre adresse exacte. Il va vous permettre de gérer aussi votre PIN sur Google Maps, ici, parce que je sais qu'il y a des établissements, par exemple, Google Maps se trompe, mais pas au bon endroit. Et donc là, vous allez pouvoir remettre le petit PIN au bon endroit. Vous allez pouvoir mettre vos horaires, les vrais horaires. S'il y a des horaires supplémentaires, si vous êtes ouvert à Noël, Nouvel An, etc., bah, vous pouvez le préciser ici. Bah, vous voyez, en fait, ici, nous, on est fermé parce que on ne travaille pas. Il y a des jours fériés, mais vous, oui. Et du coup, voilà, vous avez votre numéro de téléphone, des liens que vous voulez faire vers votre site ou vers votre outil de réservation en ligne. Vous pouvez mettre en avant des produits, des services, vos points forts. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi publier des posts directement. Donc, quand vous allez faire des petites mises à jour, des petites choses comme ça dans votre menu, par exemple, bah, vous pouvez publier vos posts ici. Vous pouvez gérer vos avis, répondre aux avis directement dans cet espace. Donc du coup, tout ça pour vous dire que c'est dommage de vous en priver parce que vous pouvez le faire vous-même, que ça prend pas un temps de dingue, mais que ça a un fort impact sur vos clients. Hop, je vais relancer ici. Voilà, voilà. Toujours pas de questions. N'hésitez pas hein, si c'est pas clair. Deuxième chose dont je voulais vous parler, ce sont les newsletters. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de newsletters? Parce que dans tout l'environnement bon, déjà parce que c'est un besoin de votre part dans le sondage, et puis dans tout l'environnement de communication digitale que je vous ai montré, les newsletters, à mon sens, pour vous, c'est celui qui est peut-être le moins bien exploité. Peut-être parce que vous vous dites que c'est complexe à faire, que vous ne savez pas forcément trop quoi mettre dedans. Et du coup, je voulais vous démontrer que ce n'était pas le cas et que c'était pertinent et efficace. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à garder le contact pendant les phases calmes, quand il n'y a pas de besoin, par exemple, à susciter l'intérêt et à faire des coucous, comme je vous le disais. Donc, garder le lien. Susciter l'intérêt, susciter l'envie aussi. Planifier, par exemple, je ne sais pas, on est en novembre et vous allez envoyer une newsletter pour le nouvel an, ils vont dire ah bah oui tiens eux ils font un super truc, ah bah cette année par exemple quand je vais y réfléchir, alors je vous dis novembre, il y a des gens qui s'y prennent en septembre, moi je m'y prends en début décembre, hein. On me dit que finalement c'est trop cher parce que tout est pris, donc voilà, mais peut-être que si je recevais une newsletter en novembre en disant bah tiens tel établissement il fait un super truc pour le nouvel an, bah peut-être que je planifierais les choses différemment. Donc ça se planifie à l'année aussi, hein. Vous avez une saisonnalité, on va en reparler. Donner des idées
Et puis, comme je vous le disais, avoir ce point de contact et faire vivre l'expérience au-delà de votre établissement. De quoi vous avez besoin? Quelle est la recette pour faire cette newsletter? Il vous faut la base de données clients, on en a parlé. Sur votre base de données clients, honnêtement, si vous avez juste une liste d'adresses email, c'est moins bien qu'avoir un peu plus, mais vous pouvez le faire avec juste une liste d'adresses email. Alors moi, je suis dans l'obligation de vous dire que les adresses email, elles doivent être autorisées, ou pour ceux qui aiment le jargon, on appelle ça opt-in, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure avec le RGPD, il faut que les gens aient explicitement dit qu'ils voulaient bien que vous leur envoyiez une newsletter. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir, c'est le seul point technique que je vais vous dire aujourd'hui. Il faut avoir un nom de domaine ou un site internet. Donc, qu'est-ce que c'est un nom de domaine? C'est en gros une dénomination où il y a écrit contact, par exemple, arrobase, nom de votre établissement.fr, d'accord? C'est le seul support technique dont l'outil de newsletter va avoir besoin. Pourquoi? Parce que quand la newsletter va être envoyée, ça va passer en fait par ce nom de domaine. Donc, si vous avez un site internet ou si vous avez une adresse email qui comporte le nom de votre établissement, ça veut dire que vous avez un nom de domaine et donc ça se passera bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir besoin de quelqu'un, un ami informaticien suffira, en tout cas quelqu'un qui touche un petit peu et qui comprend ce que c'est qu'un nom de domaine pour vous le paramétrer. Et troisième chose, il vous faut un outil d'emailing. Pourquoi il vous faut un outil d'emailing et pourquoi il ne faut pas passer surtout pas en direct avec votre boîte mail de votre établissement? Parce que les outils d'emailing sont non seulement pratiques pour le suivi des données, on en reparlera, et pour l'organisation, pour faire un email qui est à peu près joli, on va dire, mais aussi parce que si vous envoyez des emails en masse avec votre boîte mail perso, vous risquez rapidement de passer en spam et vos emails ne pourront plus être reçus. Et même vos emails à vos clients qui ne sont pas de l'emailing ou de la newsletter pourraient arriver en spam. Donc, faites très attention à ça. N'y allez pas, ne faites pas de newsletter si vous n'utilisez pas d'outils email. Donc, je vous en ai mis deux là, Mailchimp et Mailjet. À savoir que c'est à peu près kiff-kiff dans l'utilisation, c'est très simple, etc. Encore une fois, c'est simple si on se pose dessus et qu'on se prend le temps. Mailchimp est français, Mailjet est américain mais traduit en français, hein, donc voilà. Il y a une différence de prix entre les deux. La base est gratuite. Après, ça dépend le nombre d'emails que vous envoyez par mois, d'accord? Donc nous, on utilise Mailjet, c'est 5000 emails par mois. Donc normalement, vous avez le temps de voir venir. Hein. Mais si vous passez en payant, juste, je voulais vous le dire, sachez que Mailjet est moins cher que Mailchimp. Voilà, c'est juste à savoir. Sinon, c'est assez kiff-kiff. Alors, pour faire une newsletter, c'est bien, mais en fait, comment on fait une newsletter? C'est ça la question. Donc, on utilise l'outil dont je vous parlais. L'outil dont je vous parlais, il vous permet aussi, et là, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous faire une démo, mais il vous permet en fait de gérer des blocs de manière assez simple, sans être graphiste, sans être développeur, juste d'organiser, de mettre votre logo et de pouvoir avoir des blocs de texte faciles à organiser pour pas que vous ayez besoin de passer par un prestataire extérieur. En revanche, ce qu'il faut vraiment penser, c'est à comment vous allez vous adresser à vos cibles. Vous vous souvenez, on parlait des personas. C'est hyper important que vous pensiez à vos personas, que vous allez rédiger votre newsletter. Et à votre persona, mais aussi à votre identité de marque, parce qu'en fait, vous êtes une entreprise et donc vous êtes une marque qui rayonne. Et cette identité, elle a une certaine forme de couleur. Vos communications, et notamment vos newsletters, il faut qu'elles transpirent cette couleur. Donc, si vous êtes un établissement un peu décalé, humoristique, ce sera important que vous ayez ce ton-là. Je vous ai mis d'ailleurs en exemple ici une newsletter d'un établissement parisien. Vous voyez, elle n'est pas forcément super jolie, mais par contre, en fait, dans le ton, vous regarderez, c'est écrit ça va être le feu. Il y a des choses, ils cherchent en fait de la pertinence au niveau des mots et ils cherchent à être un petit peu impactant et ça fait bien le job. Donc voilà. Le contenu est autant important, voire plus important que l'extérieur au final. Après, si vous êtes dans le registre du rêve ou alors si vous êtes un établissement très haut de gamme, luxe et que vous vous dites non, pas du tout, soit faites du formel, d'accord? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça doit correspondre à votre identité. Et les illustrations, les images que vous allez montrer, c'est pareil.
pour les images, je vous ai donné un petit outil qui s'appelle unsplash.com. Ces images, elles sont libres de droit et gratuites. Donc, vous pouvez, c'est une banque d'images. Le seul inconvénient, ou pas, c'est que les mots-clés sont en anglais. Donc, en fait, il faut juste faire une recherche avec des mots-clés en anglais dessus. Voilà, c'est super pratique d'utilisation et ça vous donne la possibilité d'accéder à des images pour mettre dans votre newsletter. Autre point très important quand on fait une newsletter, c'est l'objet. Donc, vous savez, l'objet, c'est le titre de l'email qui va apparaître dans la boîte mail. Donc, soyez créatifs. J'ai rien d'autre à vous dire. L'objet, c'est ce qui va faire que votre email va être ouvert ou pas. Donc, il faut absolument que vous trouviez des objets qui vont interpeller et qui vont donner envie d'ouvrir l'email. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Si vous proposez une dégustation, un événement, si vous avez une soirée thématique, envie d'Italie, enfin, voilà, c'est à travailler. J'avais, moi, pour le coup, visiblement envie d'aller manger italien, a priori, là. Mais voilà, donc n'hésitez pas à être créatif, voire audacieux. Parce qu'en fait, un email, un objet audacieux sera toujours plus ouvert qu'un newsletter 8 qui apparaîtra dans la boîte mail de vos clients. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens, en fait? Qu'est-ce qu'on met dans cette newsletter? Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Je vous ai mis plusieurs idées. Déjà, bien sûr, il y a vos informations de base. Ça, c'est à mettre à chaque fois. Vos horaires, où est-ce que vous êtes, votre contact, etc. L'idée, c'est bien de dire qu'à un moment donné, ça serait bien, c'est bien de communiquer auprès de vos clients, mais ce serait bien qu'ils viennent vous voir, quoi. Donc, ces informations-là, elles sont importantes. Ensuite, vous pouvez tabler sur la saisonnalité, préparer les fêtes. Essayez de les préparer un petit peu en amont. Encore une fois, on sait très bien qu'une Saint-Valentin une Saint-Valentin ou un Nouvel An, notamment pour les restaurateurs, vous êtes vite booké, il y a vite plus de place. Donc, du coup, c'est par correction envers vos clients, c'est quand même bien de les prévenir un petit peu à l'avance que vous faites un événement et de leur donner vos prix. Les événements spéciaux qui sont propres à votre établissement, vous organisez des concerts, un anniversaire pour l'établissement, des portes ouvertes, peu importe, des événements thématiques. Du coup, vous pouvez communiquer dessus. Poussez vos offres et vos services pendant les périodes creuses. C'est-à-dire que vous avez une période, vous savez par exemple que le mois de janvier, février, c'est mort. Alors, vous avez le droit de prendre des vacances, hein, somme toute, donc vous fermez, ok. Donc, vous fermez au mois de janvier, admettons, mais le mois de février, bah, il faut bien faire repartir et remplir. Bah, là, vous pouvez faire des offres spéciales, un plat acheté, un plat offert, je sais pas, c'est une suggestion, hein, c'est pas que j'ai envie, mais voilà, des réductions, vous pouvez mettre en avant, je sais pas, des services ou des choses que vous allez faire en plus pour vos clients pendant cette période creuse, pour leur dire que vous pensez à eux et surtout pour les faire venir. Pour les restaurateurs, vous pouvez annoncer des nouveaux plats, vous pouvez insister sur la créativité de votre chef, expliquer comment votre chef il a fait pour créer ce plat, comment lui est venue l'inspiration, parler des produits de saison, pourquoi pas dire ah bah tiens là en ce moment c'est la betterave. Alors la betterave c'est pas un truc que tout le monde aime, mais en fait nous on a sublimé la betterave, voilà. Je sais pas, je regarde trop Top Chef je crois. Parler de votre marque et de votre établissement, donc l'histoire, votre histoire personnelle, c'est des choses qui intéressent beaucoup vos clients en fait. Autant c'est très important que vous connaissiez bien vos clients, autant c'est important aussi que vos clients vous connaissent et qu'ils en sachent un peu plus sur vous. Et bien sûr, les emailing personnalisés dont je vous ai parlé, un petit email qui part après la visite pour remercier et puis inviter à laisser un commentaire ou à répondre à une enquête, ou un bon d'achat pour une prochaine fois. Enfin voilà, organiser quelque chose après la visite qui dise bah ok, c'est pas la dernière fois que tu viens, quoi, je serais contente que tu reviennes. Voilà. Vous pouvez faire aussi du parrainage, ça c'est sympa aussi. Emmenez quelqu'un la prochaine fois et puis vous aurez tous les deux un peu de réduction. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire au niveau des offres et les newsletters sont un merveilleux relais de toute cette stratégie que vous devez vous par ailleurs mettre en place et budgétiser bien sûr parce que je vous parle beaucoup de promo mais je sais que avant tout ce qui est important c'est la marge. Ce que je veux vous dire c'est que c'est aussi, on parlait tout à l'heure de vos marges qui baissent et notamment par rapport à la crise et aussi par rapport aux plateformes. Mais c'est aussi un moyen en fait de retrouver un petit peu votre marge en squeezant un peu les plateformes. J'espère qu'il n'y a pas de plateforme parce que sinon je vais me faire. Voilà. Et bon. Et dernier point, très important, et ça vaut pour la newsletter, mais en fait ça vaut pour tout ce que vous faites, c'est mesurer, mesurer,
mesurée. Les deux outils que je vous ai donnés pour la newsletter vous permettent d'avoir des données aussi. On retient 4 données essentielles en newsletter. La première, c'est la délivrabilité. Donc, combien d'emails ont été reçus, juste reçus, d'accord, pas ouverts. Ça montre la délivrabilité de la newsletter et la qualité de votre base aussi, parce que vous pouvez avoir dans votre base de données pas mal d'emails qui ne fonctionnent pas. Du coup, ça montre cette qualité. Le nombre d'ouvreurs. Donc, les ouvreurs, c'est les gens qui ouvrent l'email, d'accord? Donc, qui ont lu l'objet et qui ouvrent. Donc là, si vous n'avez pas beaucoup d'ouvreurs, c'est que votre objet, il faut le changer, d'accord? Les cliqueurs, ça, c'est une fois qu'on a ouvert la newsletter, quand on a cliqué sur un lien pour aller, par exemple, dans une réservation, sur votre menu, consulter votre site internet, etc., ou vous envoyer un mail, d'accord? Tout ça, c'est tracé, on arrive à le savoir. Donc, plus il y a de cliqueurs, plus ça veut dire que votre newsletter était intéressante et qu'elle a eu un bon impact. Et enfin, dernière chose, un tout petit peu plus difficile à tracer, je vous l'accorde, c'est les conversions. Donc pour ceux qui ont un outil de réservation sur leur site, l'idée c'est de pouvoir tracer en fait la personne depuis la newsletter jusqu'à la réservation. Et ça peut se faire, mais d'un point de vue technique, c'est un tout petit cran plus compliqué. Voilà, et ça dépend vraiment de vos outils et de votre installation. Voilà, j'ai fini. 52 minutes, ce qui me laisse un peu de temps pour répondre à des questions, si vous en avez. Je ne sais pas trop, du coup, si j'ai été claire ou... Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le petit dispositif là. Moi, j'ai une question pour toi, Gaëlle. Oui. Tu nous as parlé un peu des avis et comme que c'était important d'y répondre. Est-ce que tu voulais retourner un peu là-dessus? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors les avis, il y a plusieurs avis en fait, hein. Il y en a où vous pouvez répondre, d'autres où vous ne pouvez pas répondre. À mon sens, le mieux pour capitaliser. Alors, il y a plusieurs choses. Les avis Google, par exemple, sont extrêmement importants. Parce que, comme je vous le montrais tout à l'heure sur la Google My Business, en fait, ils remontent en premier et donc, du coup, ça va être une des premières choses que voit votre client. Ensuite, vous avez bien sûr les avis sur les plateformes, mais ça, Booking, par exemple, fait des invitations à laisser des avis, donc ils font un peu le job pour vous, et ça, c'est plutôt chouette. Et vous avez bien sûr TripAdvisor, dont on n'a pas parlé, mais TripAdvisor qui est aussi une source d'avis qui est extrêmement importante. Après, encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de vos cibles et de vos personas, parce que vous allez avoir des personas qui vont beaucoup plus utiliser des outils comme TripAdvisor et Booking, et d'autres qui vont être hyper réticents à ça et qui vont être beaucoup plus sensibles aux avis Google et à votre site internet. Donc c'est aussi des questions à se poser. Voilà. Et bien sûr, sur votre site internet, vous avez la possibilité de faire remonter de manière automatique des avis, notamment TripAdvisor et Google. Et j'insisterai bien sur l'importance de répondre à l'ensemble des avis, même si je sais que vous êtes très occupé et que ça prend du temps et que parfois ça vous touche personnellement. Même si ça vous touche personnellement, alors si ça vous énerve vraiment, faites répondre quelqu'un d'autre. Mais la réponse, ça montre que vous êtes impliqué, ça participe à votre image et à l'expérience client qui n'a pas encore démarré pour ceux qui lisent l'avis. C'est vraiment important. Ouais. Je pense que les avis sont de plus en plus importants pour ceux qui choisissent un endroit. Moi, je Ouais. sais personnellement que si je vois plusieurs avis négatifs, je vais passer à autre chose. Alors Mais que totalement. l'établissement est peut-être très bien, mais si je pense que certaines réponses à des avis négatifs peuvent finalement devenir enfin, limite une pub pour l'établissement. Si l'établissement sait répondre de façon cohérente et juste, on se dit bah oui, l'hôtelier a su se justifier, c'est bon, je lui fais confiance, j'y vais, quoi. C'est Mais, ça, parce que en fait, le problème des avis, et c'est ce qui est très difficile en digital aujourd'hui, hein, mais pour tout le monde, ça s'appelle l'irréputation, c'est qu'il peut se passer des choses. Enfin, je veux dire, vous pouvez être en plein rush, il peut y avoir un service qui se passe mal, une personne qui est... moi, ça m'est arrivé, je faisais des extras dans un restaurant de plage, en fait, et le jour du 14 juillet, il y a 2 personnes qui étaient en arrêt maladie, donc c'était
une horreur. On s'est fait, enfin voilà, c'était affreux. C'était la plage, il y avait un feu d'artifice, enfin tout le monde attendait, c'était vraiment horrible. Et bah forcément, on se prend des mauvais avis et bah voilà, c'est pas de notre faute en réalité. Et donc en fait, le fait d'apaiser la chose en expliquant que voilà, c'était ponctuel, qu'on est vraiment désolé, que n'hésitez pas même à proposer bah, de vous contacter. En fait, ça se fait beaucoup en disant bah voilà, écrivez-nous à tel endroit si vous voulez, on vous rappellera, on essaiera de voir les choses plutôt que de rentrer dedans. Il y en a beaucoup encore qui font ça, c'est-à-dire que bah forcément comme ça nous touche, bah, on rentre dedans en disant bah, que le client il a tort, que voilà, que de toute façon lui il était pas sympa, et ça vous dessert plus que ça vous sert. Donc ouais, les avis aujourd'hui sont quelque chose d'extrêmement important. C'est voilà, si ce n'est le plus important, mais en fait, il faudrait un atelier entier pour pouvoir expliquer comment répondre aux avis. En fait. Voilà. Le mot-clé, C'est c'est peut-être le empathie. thème du prochain webinaire. Avec plaisir. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce moment avec elle et que vous en savez maintenant un petit peu plus par rapport à la gestion de la fidélisation et le relationnel client finalement avec le digital. Je vois juste les questions arriver, mais oui. Je les Euh, vois pas, moi. et on reste disponible si jamais vous avez d'autres questions. J'arrive pas à parler. Si vous avez des questions pour Gaëlle, vous avez ces infos qui s'affichent. Si vous avez des questions pour l'ADT, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@adt.alsace. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Gaëlle, t'as quelque chose d'autre à ajouter? Non, bah, non, non, effectivement, on est disponible et voilà, on est avec vous dans cette période qui est vraiment difficile pour tous. On a conscience et voilà. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter. C'est ça. Et ce webinaire est enregistré. Donc, vous allez le recevoir par mail une fois qu'il sera uploadé. Et vous pouvez le partager à vos confrères hôteliers restaurateurs avec grand plaisir. Voilà, pour les aider avec leur newsletter et leur page Google My Business et tout ça. Voilà. Et ben merci à tous et puis bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.